Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une enquête criminelle. Et aujourd'hui je vais vous parler du meurtre de Dana Sutterfield, une jeune femme de 27 ans qui est retrouvée morte dans son propre salon de coiffure. Qui a bien pu la tuer? On va y répondre tout de suite. Allez, c'est parti, let's go! Alors Dana Sutterfield est une jeune femme de 27 ans qui est mariée depuis 7 ans à Mike Sutterfield, avec qui elle a eu un enfant, Brandon, et elle a aussi une fille, Ashley, d'une précédente union, que Mike considère comme sa fille, et que elle considère comme son père étant donné qu'il est dans sa vie depuis ses 2 ans. Dana est une personne qui est très appréciée par ses voisins, par ses amis, par toute la ville. Elle ouvre d'ailleurs son propre salon de coiffure vers la fin des années 80, qui est en plein centre-ville et qui est caractérisé comme étant convivial tout comme elle et très populaire dans la ville. Le salon qui a été le signe de son succès va être également l'endroit où elle va être retrouvée morte le 31 juillet 1995. Aux alentours de 20h30, Christine Poster, une jeune femme qui travaille à côté, sort du travail. Alors qu'elle marche dans la rue en attendant qu'un ami vienne la chercher en voiture, soudain, un jeune homme sort du salon de coiffure par la fenêtre et s'enfuit devant elle. Christine Poster va directement appeler la police pour un cambriolage. Et lorsque la police va arriver sur le lieu du crime, elle va découvrir le corps de Dana Sutterfield. Et l'affaire va alors passer d'un supposé cambriolage à un meurtre. Le corps de Dana Sutterfield va être retrouvé suspendu par le cou au chauffe-eau du salon de coiffure, avec ses vêtements descendus en bas de ses hanches et du sang un peu partout. Rien qu'à la scène de crime, les policiers vont constater beaucoup de violences physiques, que ce soit au niveau du nez avec le nez cassé, des cocards sous les yeux et plusieurs hématomes qui sont visibles à l'œil nu. Certains policiers disent même que le visage n'était pas très reconnaissable. Mais aussi des violences sexuelles par rapport à ces vêtements qui sont descendus et à des traces de sperme qui sont visibles aussi. Alors sur la scène de crime, il y a beaucoup d'indices, comme les bouts de verre qui sont à l'extérieur et 0 à l'intérieur. Ça prouve qu'en fait le suspect est sorti par la fenêtre mais qu'il est rentré par la porte, soit comme un client, soit comme une connaissance de Dana. Le sac de Dana qui se trouve sur le bureau prouve qu'à ce moment-là, elle était sur le point de partir, mais que du coup le suspect l'en a retenu. Et il y a surtout beaucoup d'indices, comme les traces de sperme sur la victime, tout le sang autour d'elle qui peuvent peut-être correspondre au tueur et des traces d'empreintes retrouvées sur le chauffe-eau. Alors que la police est en train de faire des analyses sur la scène de crime, Mike, l'époux de Dana, arrive sur le lieu du crime. Il a été prévenu par un voisin, mais le voisin ne lui a pas dit ce qui se passait. Du coup, Mike n'est pas au courant que sa femme est morte et il arrive en fait avec ses 2 enfants. Lorsqu'il va apprendre la nouvelle, Mike sera bouleversé. Grâce à plusieurs témoins et surtout à Christine Poster, la police arrive à avoir un portrait robot. Le portrait est celui d'un homme entre 20 et 25 ans, environ 1,75 m, blanc, brun et mince. Alors que la police est en train d'interroger les personnes, il découvre que Dana et Mike seraient en pleine séparation. 6 semaines avant le meurtre, Dana aurait quitté Mike. Depuis un moment, le couple voulait se séparer. Le couple a essayé de se donner une seconde chance pour les enfants, mais Dana n'y arrivait pas. Elle voulait le divorce. C'est comme ça que le lendemain de la découverte du corps, la police interroge Mike. Dans ce genre d'affaires, très souvent, le mari est le meurtrier. C'est donc logiquement que la police va accuser Mike Sutterfield. Mais Mark a un alibi. Ce soir-là, il est avec ses 2 enfants en train de regarder un film. Il propose même de lui-même de donner son ADN, ce que la police accepte bien évidemment. Plusieurs témoins vont alors parler d'une Ford Bronco blanche qui a été vue sur le parking, avec même un témoin qui dit avoir vu l'homme et que l'homme lui avait jeté un regard noir. 2 jours plus tard, la police a les résultats d'analyse de la scène de crime. Malheureusement, tout le sang retrouvé sur la scène appartient à Dana. Mais les empreintes retrouvées sur le chauffe-eau correspondent à celles de Mike. Surtout que les empreintes se trouvent vraiment à l'endroit où la corde est attachée. La police va réinterroger Mike Sutterfield. Mike va expliquer la présence de ces empreintes par le fait que c'est lui qui a installé en fait le chauffe-eau. La police va même le faire passer au détecteur de mensonges, ce qu'il va accepter, et il va réussir le détecteur de mensonges. La police qui pense que c'est Mike va même penser en fait qu'il a engagé quelqu'un d'autre pour tuer sa femme, étant donné qu'il a un alibi, qu'il a réussi le détecteur de mensonges, son ADN ne correspond pas, mais que ses empreintes sont là, et surtout qu'en fait, il n'a pas la carrure que le portrait robot. La police ne va lâcher aucune piste, surtout celle par rapport à la Ford Bronco blanche. Elle va lancer plein d'appels à témoins par rapport au portrait robot et à la voiture. Étant donné que c'est une voiture très reconnaissable, ils vont recevoir beaucoup d'appels dès qu'une personne en fait va voir une Ford Bronco blanche, ils vont appeler la police pour leur dire. Asher raconte même qu'elle et son frère, lorsqu'ils voyaient une voiture
correspondait à cette recherche-là, il prévenait son père pour qu'il appelle la police. Ce qu'il ne faisait pas à chaque fois, étant donné que ça arrivait tellement souvent qu'il ne pouvait pas appeler tout le temps la police. Et les enquêteurs veulent trouver le meurtrier de Dana, donc ils vont forcer, et à chaque fois qu'ils vont avoir un appel, ils vont vérifier à qui appartient la voiture, ils vont aller l'interroger, au point que les personnes de la ville vont se sentir persécutées. À tel point qu'une mère de famille, Marilyn Vink, va même en fait menacer la police de porter plainte tellement il venait la voir à cause des signalisations autour de sa voiture. Elle va même écrire une pancarte où ça va être écrit « Non, ce n'est pas la Bronco que vous cherchez, n'appelez pas la police ». Une semaine après le meurtre de Dana, le rapport d'autopsie est révélé. Et dans ce rapport d'autopsie, il est révélé que Dana a été étranglée à main nue et avec la corde, que son corps possède plusieurs ecchymoses, mais dans ce rapport, aucune trace de viol est notée. Ce qui va beaucoup surprendre les inspecteurs qui étaient sur place sur la scène de crime, qui sont sûrs d'avoir vu des traces de sperme sur le corps de Dana. C'est alors qu'une inspectrice va décider de faire quelque chose d'inhabituel à l'époque. Il faut savoir que lorsqu'il y a un viol ou des soupçons de viol, il y a un kit de viol où avec un peigne, en fait, les policiers vont peigner les poils pubiens des victimes. Et là, l'inspectrice va décider d'ouvrir le kit de viol qui est scellé et où il y a le peigne qui a été utilisé pour Dana. Et elle va chercher de l'ADN sur le peigne directement. Quelques semaines plus tard, il y a assez d'ADN sur le peigne pour avoir une analyse ADN. La police décide alors de comparer tous les échantillons d'ADN qu'ils ont, mais aucune comparaison ne va fonctionner. L'affaire ne va pas évoluer durant 2 ans. 2 ans où rien ne va se passer, jusqu'à ce que la police reçoit une lettre. Une lettre d'un détenu en prison en Caroline du Sud, où il dit que son co-détenu, Russell Trevor Quinn, a avoué le meurtre d'une jeune femme morte, violée, étranglée dans son propre salon de coiffure, à Rouergue, dans la même ville que Dana Sutterfield. Cette affaire correspond à celle de Dana Sutterfield. La police va alors enquêter sur ce Russell et ils vont découvrir plusieurs faits étranges. Il faisait partie d'un groupe de travail pour les détenus qui a en fait travaillé près du salon de coiffure de Dana, quelques mois avant son meurtre. Ce qui laisse penser à la police qu'il a pu repérer les lieux, voir Dana et en fait préparer son coup. Encore plus étrange, 3 jours avant le meurtre de Dana, il est libéré. Et le dernier point qui va confirmer les doutes de la police, Christine Poster, la témoin qui a vu le meurtrier s'échapper du salon de coiffure, va reconnaître son visage parmi plusieurs autres visages. La police est sûre d'avoir trouvé le meurtrier de Dana et demande un échantillon d'ADN à Russell. Et ils font la comparaison avec l'ADN retrouvé sur la scène de crime. Malheureusement, l'ADN ne correspond pas. La police se retrouve à nouveau sans suspect, sans piste. Et c'est comme ça que l'affaire va être peu à peu abandonnée. C'est alors que 8 ans plus tard, Tom Smith, un ancien officier à la retraite qui s'occupe des affaires sans suite, va reprendre cette affaire. Il va appeler le FBI et leur demander un portrait du tueur. Un peu comme à la Esprit criminel. Et le profil que le FBI va donner est celui d'un homme blanc, désorganisé, qui habite les alentours et qui a sûrement quitté la ville peu après le meurtre. L'enquête va être relancée et la mère de Dana va parler d'un certain Mike Pass qu'elle va essayer de convaincre d'aller voir la police. Tom Smith va alors lui-même aller le voir et va lui parler. Convaincu par la mère de Dana, il va réussir à parler à l'agent Tom Smith et va lui raconter une drôle d'histoire. Une histoire qui concerne son ami Jonathan Vink. Il avoue que quelques semaines avant le meurtre de Dana, Jonathan lui avait parlé de Dana, lui avait parlé de son obsession, qu'il avait flashé sur elle, qu'il était amoureux d'elle, et en gros, qu'il voulait coucher avec elle. Alors que Mike lui disait non et tout, lui ne l'écoutait pas et limite il le remballait. Puis, 2-3 jours après le meurtre de Dana, Jonathan et Mike vont se revoir et Jonathan va lui dire clairement qu'il ne doit raconter à personne ce qu'ils se sont dit, sous peine de le tuer lui. Et alors Mike ne va rien raconter. Et aujourd'hui, il ne veut toujours pas faire une déposition étant donné qu'il a des enfants et qu'il a peur que Mike s'en prenne à lui, surtout à ses enfants. Suite à cette conversation, la police va enquêter un peu sur Jonathan. Et là, qui concerne son ami Jonathan, à tel point qu'une mère de famille, Marilyn Vink, va même en fait menacer la police de porter plainte. Et en fait, le fils de Marilyn Vink, celle qu'on a parlé plus tôt là, la meuf qui a voulu porter plainte contre la police parce qu'elle venait plusieurs fois la voir, l'interroger sur sa voiture. Et à l'époque, la police savait qu'elle avait des enfants qui étaient susceptibles d'utiliser la voiture. Jonathan en plus correspond au portrait robot qui a été dessiné. 1 an après le meurtre de Dana et à la fin de ses études, il s'engage à la marine. Et après ça, il a fait plus de 50 petits jobs. Le profil correspond au profil créé par le FBI.
Et la police décide d'interroger ses ex-petites amies. Une de ses ex-petites amies avec qui il a eu un enfant dit que c'est un monstre, qu'il avait des pratiques sexuelles cheloues et qu'une fois, alors qu'ils sont passés devant le salon de coiffure de Dana, Jonathan lui a montré le salon de coiffure et lui a dit « Si tu m'écoutes pas, tu finiras comme elle ». Et c'est à ce moment-là qu'elle savait qu'elle devait fuir. Elle n'habite pas très loin de la ville. La police décide alors d'aller chez lui, mais personne ne répond. Ils vont l'appeler et lorsqu'il va répondre, ils vont alors dire qu'en gros, ils veulent son ADN pour finir une bonne fois pour toutes de ses supposées accusations envers lui et comme ça il est innocenté. La police ne va pas dire que clairement il est le suspect. Et Jonathan va accepter. Ils vont se donner un rendez-vous, mais Jonathan ne va jamais venir au rendez-vous. La police va le rappeler et il ne va jamais plus répondre à la police. Il ne reste plus qu'une solution pour la police pour avoir le mandat pour récupérer son ADN, c'est de convaincre Mike. Et la police va jouer sur sa peur, sur ses enfants, pour lui dire que Jonathan est plus dangereux pour ses enfants libres qu'en prison. Et que grâce à sa déposition, Jonathan sera en prison, que ses enfants ne seront plus en danger. Mike va alors accepter de faire une déposition. La police va réussir à avoir un mandat pour récupérer son ADN, va partir chez lui, va le récupérer et ils vont faire le test. Et bien évidemment, le test ADN correspond à celui de Jonathan. Le procureur va expliquer que son attirance sexuelle a viré au meurtre lorsque Dana n'a pas cédé à ses avances, à sa proposition lorsqu'il est venu au salon de coiffure ce soir-là pour avoir une relation sexuelle avec elle. Jonathan sera condamné à perpétuité, c'est bien ce qu'il mérite. Et moi, je vous dis c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à follow. Allez, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.